L'OTAN à Ankara. Que veut vraiment Trump? Le sommet à Ankara vient tout juste de commencer. Il est déjà clair que l'argent n'était que le début. Trump vient tout juste de faire comprendre que si les Alliés ne parviennent pas à redevenir une alliance opérationnelle, l'Amérique est prête à quitter l'OTAN et à passer à des accords bilatéraux avec les pays qu'elle jugera appropriés. Et parallèlement, sous nos yeux, Washington met en place un accord sans précédent avec la Turquie. La levée des sanctions, les F-35, tout ce que les présidents précédents n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, nous allons analyser 3 choses. Premièrement, qu'est-ce que Donald Trump exige exactement de ses alliés au-delà de l'argent? Leurs armements, le remplacement des troupes américaines par des forces nationales, l'entière responsabilité de la défense de l'Europe, sauf le bouclier nucléaire. Deuxièmement, il s'agit de précisions concrètes. Quels sont les chiffres précis de la réduction de la présence militaire américaine en Europe, qui sont déjà en cours en ce moment? Ce n'est pas dans le futur, cela se passe déjà. Troisièmement, pourquoi Donald Trump entretient-il des relations personnelles distinctes avec la Turquie en contournant l'alliance commune, et quelles en sont les implications pour l'avenir de l'OTAN? L'argent, comme il s'est avéré, ce n'était que le début. Il y a 1 an, les Alliés ont accepté de dépenser 5% du pays pour l'équipement. Formellement, l'objectif a été atteint. Plus précisément, ils s'en approchent avec assurance. Les alliés européens et le Canada ont déjà atteint un niveau d'environ 4% du PIB, pas tous, oui, mais tout de même. Depuis 2017, ils ont dépensé en plus 1200 milliards de dollars. Donc Mark Rutte, lors de la conférence de presse avant le sommet, montrait fièrement des graphiques appelant cela le billion de Trump. Il a fait pareil à la Maison-Blanche en rendant visite à Trump. Mais voilà le problème. Trump ne réagit pas à ces graphiques comme ça. Pas comme Mark Rutte s'y attendait. Dans les derniers jours avant le sommet, il a écrit sur les réseaux sociaux « C'est ridicule que les États-Unis continuent sur cette voie unilatérale alors que les relations ne sont pas réciproques. Ils n'étaient pas à nos côtés. » Et il y en avait même quelques-uns avec des signes négatifs. Eh bien, vous savez de quoi il s'agit. De l'Iran, bien sûr. Lorsque Donald Trump a frappé des sites iraniens, certains alliés européens ont refusé d'accorder aux militaires américains l'accès à leurs bases. Même si l'Europe était beaucoup plus proche et accessible, si ce mot existe, par des missiles iraniens sur lesquels ils auraient très bientôt pu commencer à installer des ogives nucléaires. C'est devenu une insulte personnelle pour Trump. Et à partir de ce moment-là, la rhétorique de Trump a changé. Ces mots ont été prononcés dans le bureau ovale avec Rutte. Soyez simplement loyaux. J'ai seulement besoin de loyauté. Nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons absolument besoin de rien de leur part, des partenaires de l'OTAN. N'est-ce pas? Nous avons l'armée la plus puissante du monde, sans aucun doute, mais j'ai besoin de loyauté. Ce n'est pas une métaphore ni une figure de style. C'est une formulation directe d'une exigence qu'il est impossible d'exprimer par un graphique, comme l'admettent honnêtement même les analystes occidentaux qui couvrent le sommet. Alors, qu'est-ce que Trump veut exactement, à part de l'argent? Il vaut la peine de décomposer les exigences point par point. Car ces dernières semaines, la situation s'est beaucoup clarifiée. La première chose, c'est l'armement. Donald Trump veut que les Alliés non seulement financent la défense, mais qu'ils produisent eux-mêmes des armes, ou qu'ils achètent des armements aux États-Unis. D'ailleurs, si les pays européens veulent acheter des armes américaines et les vendre à l'Ukraine, Washington n'a aucun problème avec ça. Au contraire, c'est même encouragé. En même temps, cela soutient Kiev et crée des opportunités commerciales pour le complexe militaro-industriel américain. Deuxièmement, il s'agit du remplacement des contingents. L'idée est que les troupes américaines stationnées dans les pays européens soient progressivement remplacées par les forces nationales de ces mêmes pays. C'est la mise en œuvre directe du concept que le Pentagone appelle l'OTAN 3.0. D'ailleurs, au début de l'année, il me semble que le vice-ministre de la Défense, Colby, c'est-à-dire Elbridge Colby, en a parlé publiquement lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. L'Europe prend la tête, et pas seulement au niveau des grandes déclarations, mais aussi, comme l'a dit l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, en termes d'autorité morale et de boussole morale de l'Alliance. Troisièmement, et c'est un point fondamental, la responsabilité totale de sa propre défense. Le secrétaire d'État Marco Rubio, déjà à la fin du mois de mai lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède, l'a dit clairement.
Au final, il y aura moins de troupes américaines en Europe qu'historiquement. Il n'a pas dit « il n'y en aura plus du tout », il a dit « moins ». Le bouclier nucléaire des États-Unis est maintenu. Washington l'a officiellement déclaré, assurant à ses alliés qu'il n'y aurait aucun changement dans la composante nucléaire ni dans la dissuasion. Mais pour les forces armées conventionnelles, c'est logique. La logique est simple. Si vous êtes attaqué, l'Amérique, en tant que membre de l'Alliance, est obligée de réagir. Mais la préparation à se défendre chaque jour sans la protection américaine est désormais la tâche de l'Europe elle-même. C'est là qu'une question se pose, à laquelle je répondrai plus tard. Que se passera-t-il si l'Europe échoue ? Donald Trump a déjà évoqué sa prochaine étape. Et ce n'est pas une menace abstraite, mais un scénario tout à fait concret avec des accords bilatéraux. Maintenant, un autre sujet révélateur, c'est le Groenland. Trump, encore une fois, a publiquement déclaré lors d'un forum avant le sommet que le Groenland devait être contrôlé par les États-Unis et non par le Danemark. La logique formelle de Washington est la suivante. Le concept de protection de l'espace intérieur, c'est-à-dire la possibilité d'installer des infrastructures de défense sur le territoire du Groenland sans l'accord de l'Union européenne. Si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt de la sécurité américaine, le Danemark et l'Union européenne ne reconnaissent pas cette position. Mais Donald Trump soulève ce sujet avec insistance à chaque forum important. Tout cela se déroule sur fond d'un revirement stratégique plus large. Le Pentagone réoriente ses priorités vers la Chine et la région Indo-Pacifique. C'est pourquoi les sous-marins, les groupes aéronavals et l'aviation stratégique, c'est-à-dire les équipements nécessaires pour dissuader la Chine et non pour la défense terrestre de l'Europe, sont progressivement déplacés vers l'hémisphère occidental. Voici maintenant les chiffres précis de la réduction qui ont déjà été confirmés. D'après les données publiées en mai par Der Spiegel, qui est un magazine allemand, en se référant à un briefing à huis clos d'un représentant du Pentagone pour les diplomates de l'OTAN à Bruxelles, ils ont été informés que le nombre de bombardiers stratégiques alloués à l'OTAN serait réduit de moitié. C'est-à-dire la moitié. Oui. Le nombre de chasseurs baisse d'un tiers et moins de destroyers. Et les sous-marins de la flotte américaine cessent complètement d'être alloués à l'OTAN. Nous transférons tout ici. Le Pacifique, le bassin Indo-Pacifique, comme on l'appelle. L'Europe doit désormais aussi prendre elle-même en charge les drones de reconnaissance et une partie des drones d'attaque. À cela s'ajoute le retrait d'environ 5000 soldats américains du continent et l'annulation de la rotation d'une brigade blindée entière. Ça fait combien ? Plus de 4000 soldats. En plus, un bataillon d'artillerie à longue portée qui devait être envoyé en Pologne. Le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, Aleksius Grynkevich, a déclaré clairement à la mi-mai à Bruxelles: d'autres réductions sont à prévoir à mesure que le pilier européen de l'Alliance se renforce. En gros, les gars, vous devez donner plus, fournir plus. Et nous, on va retirer, on va partir, on va réduire. La position officielle du représentant de l'OTAN, cité par le même Spiegel, était qu'il y avait une dépendance excessive envers les États-Unis dans la planification militaire de l'Alliance. Puisque l'Europe et le Canada investissent point de plus, il faut réexaminer les responsabilités dans l'Alliance. Mais le plus intéressant ne se passe pas lors des sessions plénières du sommet, mais dans une salle séparée où Trump rencontre Erdogan en tête-à-tête. Et là, il est question de ce qu'aucun président américain n'a réussi à résoudre au cours des 7 dernières années. Parce que la Turquie, c'est la première visite d'un président américain en Turquie, je crois, depuis le voyage d'Obama, en 2015. Et Trump organise dès le début cette rencontre non pas comme une simple partie du sommet de l'OTAN, mais comme un format personnel distinct de relation avec Erdogan. Un fait qui a été confirmé lors de la conférence de presse conjointe du 7 juillet, Trump a déclaré que Washington levait les sanctions contre la Turquie, des sanctions imposées en décembre 2020 après qu'Ankara ait acheté le système de défense antiaérienne russe S-400. Nous levons les sanctions, il est temps de le faire. Nous ne voulons pas punir nos amis, a déclaré Trump.
En même temps, il a déclaré qu'il envisageait de réintégrer la Turquie dans le programme des chasseurs F-35, dont l'Amérique l'avait exclu à cause justement de ce S-400, parce qu'elle l'avait acheté à la Russie. Alors que les Turcs ont déjà payé environ 1,4 milliard de dollars pour 5 avions qu'ils n'ont jamais reçus. La formulation de Donald Trump est révélatrice. La Turquie s'est avérée, à bien des égards, beaucoup plus loyale que d'autres pays dont nous attendions de la loyauté. C'est-à-dire encore et encore le mot loyauté. La loyauté et non l'argent. Il est important ici de distinguer le fait de la version. Le fait est que Donald Trump a publiquement annoncé son intention. La version, c'est de savoir si cela se réalisera dans la pratique, car juridiquement, la situation est plus complexe que le simple désir du président. Les sanctions sont inscrites dans la loi par le Congrès, et l'interdiction de livrer des F-35 est spécifiquement prévue dans la loi sur le budget de la défense de 2020. Il y est clairement indiqué que le transfert des chasseurs n'est possible qu'après que l'administration aura officiellement établi que la Turquie ne possède plus le système S-400. Soit elle l'a rendu à la Russie, soit transformé en matière première. Le président peut initier l'annulation. Mais toute initiative de ce genre arrive automatiquement au Congrès et doit également faire l'objet d'une décision du Congrès. Il y a déjà des sénateurs républicains, comme Lindsey Graham et John Cornyn, qui ont publiquement exprimé des doutes quant à l'adoption de cette mesure. Une pression supplémentaire vient d'Israël. Je parle de Trump. Netanyahou, lors d'une interview sur Fox News, a personnellement qualifié la Turquie de pays dirigé par un homme. Un homme qui appelle ouvertement à la destruction d'Israël. Et il a déclaré que la livraison des F-35 romprait l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Dans le même temps, une partie des décisions ont déjà été prises par Washington sans obstacle particulier. La vente à la Turquie des moteurs appelés F-110 a été approuvée. Donc 700 millions de dollars. C'est pour le nouveau chasseur turc de 5e génération et un important procès contre la banque turque Halkbank, accusée pendant des années d'avoir contourné les sanctions contre l'Iran. L'affaire a été discrètement classée, sans effet pour la banque. Et voici un point important, qui nous concerne directement, nous, ceux qui suivent ce sujet dans l'espace russophone. Si Washington ferme vraiment les yeux sur les S-400 entre les mains des Turcs, eh bien un système russe acheté malgré la pression directe des États-Unis. Cela crée un précédent, ce qui peut influer sur la manière dont l'Amérique va en principe négocier avec d'autres pays. Ce qui équilibre, qui naviguent entre Moscou et Washington. Dans quelques minutes, j'expliquerai pourquoi cela peut être encore plus important pour la future configuration des forces. En Europe de l'Est que les chiffres eux-mêmes des budgets de défense. Au sommet, il y a les dirigeants, donc des 32 pays de l'OTAN. Le président ukrainien Zelensky et le président de la Corée du Sud ont été invités séparément. John Lee Jae-man, j'aime bien, je vous prie de m'excuser. Ils assistent au dîner du soir, mais ils ne participeront pas aux principales séances de l'Alliance. Ce qui souligne symboliquement que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN reste toujours une perspective non réalisée. L'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande ont envoyé leurs ministres de la Défense ou des Affaires étrangères, tout comme les pays du Golfe Persique, Bahreïn, le Koweït, le Qatar. Leurs intérêts sont directement concernés par les récentes attaques et conflits américano-israéliens avec l'Iran. Trump tiendra une réunion séparée avec Zelensky mercredi. Avant cela, le 4 juillet, il a téléphoné à la fois à Zelensky et à Poutine. Il a noté, comme toujours, que les deux parties veulent conclure un accord. Bien qu'un règlement soit peu probable à très court terme, cela pourrait évoluer d'ici la fin de l'année. J'ai fait une vidéo séparée à ce sujet. Il y a des perspectives très intéressantes à ce propos. Alors regardez-la. D'un côté, comme on dit, c'est peu probable. Cependant, de nombreux signaux laissent penser qu'un événement sérieux pourrait survenir d'ici la fin de l'année. En marge du sommet, une rencontre est prévue entre Trump et le président syrien, Ahmed Achara. J'ai du mal avec les noms. La Maison-Blanche n'a pas révélé l'ordre du jour. Mais Trump parle. Trump a déjà évoqué publiquement un rôle plus actif de la Syrie dans la confrontation avec Hezbollah au Liban. Voici que le sommet à Bancaré a eu lieu. C'était un moment de vérité montrant les exigences de Trump envers ses alliés.
sont allés bien au-delà d'une simple question de pourcentage du PIB. Il s'agit d'une nouvelle architecture de l'Alliance, où l'Europe assume non seulement des responsabilités financières, mais aussi de véritables responsabilités de combat. Et les États-Unis d'Amérique établissent pourtant des relations plus sélectives et personnalisées avec certains pays. Il faut voir l'essentiel. L'Alliance, malgré toutes les tensions, continue d'exister. Les alliés continuent de se retrouver autour de la table. Le volume des investissements réels dans la défense a augmenté comme jamais depuis 30 ans. Cela signifie que l'OTAN, malgré toute la turbulence, malgré tous les désaccords, malgré tous les problèmes, a une réelle chance de sortir de cette épreuve plus forte et plus équilibrée en tant qu'alliance qu'auparavant, simplement avec une autre répartition des responsabilités entre Washington et les États européens. En conséquence, il y aura bien sûr, comme d'habitude, une courte déclaration sur le modèle de celle de la Haye l'année dernière, avec une formulation très ferme. D'engagement sur la défense collective, etc. Aucune percée. Sur les sujets controversés, la déclaration n'apportera rien. L'Alliance évite les formulations tranchantes dans les documents finaux. On voit déjà des tensions. L'Italie bloque une partie des engagements envers l'Ukraine. En particulier, la proposition du secrétaire général de l'OTAN d'allouer 0,25% du PIB à l'aide pour Kiev. Cela représente environ 120 milliards par an. D'ailleurs, c'est l'Estonie qui a lancé cette initiative. Il n'y a absolument aucun consensus à ce sujet. Aucun, vraiment. Ma prévision. Le sommet se terminera par une démonstration d'unité formelle, tout en maintenant toutes les contradictions sous-jacentes. De la même façon comme à la Haye il y a 1 an. Maintenant, le Groenland. Une question distincte qui n'est pas vraiment liée à l'OTAN, et elle sera formelle. Mais en réalité, elle ne le sera pas. Elle sera discutée, mais elle ne sera pas formellement résolue lors du sommet. Car ce n'est pas à l'Alliance de régler cette question, mais aux relations bilatérales entre les États-Unis et le Danemark. L'Europe, non l'OTAN, y joue un grand rôle, notamment l'Union européenne. Donald Trump continuera à soulever ce sujet, rhétoriquement, à chaque occasion. Il n'existe actuellement aucun moyen pour le Groenland de passer sous contrôle américain. Ni juridique, ni politique, ni politique. Mais Donald Trump a déjà reçu l'autorisation, en général, de faire ce qu'il veut là-bas. Il veut juste y parvenir sans qu'on lui retire ensuite. C'est mon pronostic. Donc Théma reste ce qu'on appelle un irritant permanent. Mais sans mesure concrète, disons, dans les prochains mois, maintenant, la guerre avec l'Iran. Ici, l'Alliance connaît une véritable division non déclarée. La France a publiquement critiqué la décision de Trump de commencer la guerre sans consultation. L'Espagne a refusé d'accorder aux États-Unis l'utilisation de ses bases. L'Allemagne a apporté un soutien verbal, mais elle a exprimé publiquement son mécontentement. C'est précisément cela qui a poussé Trump à parler de loyauté. Mon pronostic, il n'y aura pas de changement sérieux dans la politique des alliés sur ce point. Les positions nationales au sein de l'UE sur l'Iran et le Moyen-Orient en général sont trop différentes. Au maximum, il s'agira de gestes ponctuels, une promesse d'aide pour la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais il n'y a pas de position commune, et personne en Europe n'a l'intention d'envoyer ses propres forces là-bas pour qu'on leur tire dessus. Israël est l'accord sur la Turquie. C'est un point clé ici, entre les relations personnelles de Trump avec Erdogan et la résistance à l'intérieur même du système américain. Nathaniel s'est publiquement opposé au transfert des F-35 à la Turquie. Il a qualifié cela de menace pour la supériorité militaire qualitative d'Israël. À cela s'ajoute la résistance au Congrès. Eh bien, les mêmes sénateurs Graham et Cornyn ont déjà exprimé des doutes. Et la loi exige une confirmation officielle du Congrès que la Turquie s'est effectivement débarrassée des S-400, c'est-à-dire une confirmation de l'administration, une assurance, une attestation que la Turquie ne possède plus ce système. Alors le Congrès dit « Ah d'accord », et il commence à voter. Je pense que Trump annoncera l'intention politique de lever les sanctions et de réintégrer la Turquie dans le programme F-35, mais la mise en œuvre prendra des mois, ou même des années, à cause de la nécessité de l'examen du Congrès. Et le paquet final sera probablement inférieur à ce qui avait été promis au départ, peut-être ces 5 avions même pour lesquels ils ont déjà payé.
L'argent, comme on dit, est sur nos comptes. Peut-être qu'ils les recevront, mais un retour complet dans le programme, au moins jusqu'au prochain sommet de l'OTAN, je ne le vois pas. Et donc le remplacement de la présence américaine par une présence européenne. Les délais, les étapes. Comme on dit, c'est le point le plus important de cette réunion. Ce n'est pas un processus instantané. Officiellement, le Pentagone ne donne pas de délai précis. Les réductions ont été annoncées comme progressives, mais selon les faits, et bien par exemple Der Spiegel en mai, on voit que le processus est déjà en cours. Retrait d'environ 5000 militaires, annulation de la rotation, brigades blindées, tout cela se produit déjà. Que doit faire l'Europe pour réellement remplacer ? Pour, disons, combler ce vide par elle-même, comme on dit. N'est-ce pas ? Il faut d'abord augmenter leur flotte, notamment les sous-marins et destroyers. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie possèdent des sous-marins, mais pas en nombre suffisant. Et il y a une très faible compatibilité entre eux. Ils en ont, mais ils ne communiquent pas vraiment entre eux. Augmenter la production de drones de reconnaissance et de combat. L'Europe pourra le faire. Peut-être avec l'aide de l'Ukraine. Les technologies ukrainiennes fonctionnent déjà et ils commencent à produire. Résoudre le problème de l'aviation stratégique. Ici, l'Europe n'a tout simplement pas d'équivalent aux bombardiers stratégiques américains. Et il n'y en aura pas non plus dans un avenir prévisible. Résoudre la question de la compatibilité, c'est-à-dire c'est un énorme problème. Donc ce n'est plus tellement le matériel, mais plutôt les logiciels, des données unifiées. Unifiées, cela veut dire des systèmes d'intelligence artificielle. L'Europe est même très en retard, l'Europe. Elle n'est pas du tout à la hauteur. Voici ma prévision. Le délai réaliste pour un remplacement complet est d'au moins 50 ans. 5 à 10 pas, 55 à 10 ans. Et sur certains points, l'aviation stratégique, les groupes aéronavals européens ne pourront jamais physiquement remplacer les États-Unis. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que l'Europe est divisée, quoi qu'ils en disent, en une multitude de pays. Et ils n'ont pas tous cela. Des objectifs communs, même s'ils font bien sûr semblant. S'ils ne procèdent pas à une mutualisation des ressources au niveau approprié. L'Union européenne elle-même, et non les pays pris individuellement. Ils ne pourront rien faire de tel. C'est-à-dire qu'ils pourraient, s'ils le pouvaient, dire à leur peuple « serrez-vous la ceinture », mais ils ne le peuvent pas. Et donc, en ce sens, ces pays totalitaires l'emportent. Eh bien, comment les Européens vont-ils prouver leur loyauté s'ils ne peuvent pas le faire avec des sous-marins et des cuirassés, ou des destroyers, oui, des porte-avions, alors essayons de prouver leur loyauté par des démonstrations de loyauté. Voyons cela. Donc, annonce de contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars lors du Forum de l'industrie de la défense à Ankara. Achat d'armement américain, notamment dans la perspective d'un transfert à l'Ukraine. Cela convient à la fois à Kiev et au complexe militaro-industriel américain. Présentation de plans nationaux concrets et crédibles pour atteindre 5% du PIB, ce que Rutte a explicitement exigé, en disant que sinon, il n'y aura plus d'Amérique. Il n'y aura plus d'Amérique si vous ne le faites pas, et les gestes symboliques comme le soutien à l'accord turc ou les déclarations conjointes sur la question d'Armutski-Pravliv. Des déclarations conjointes. Elles ne valent pas grand-chose. Il y a un autre scénario qui s'appelle « Promettons et oublions ». Nous parlions tout le temps de l'Iran qui fait cela, mais ce n'est pas seulement l'Iran qui le fait. Ce n'est pas un risque hypothétique, c'est un modèle de comportement observable de l'Alliance, de l'OTAN. Un précédent historique, un précédent présidentiel. L'engagement de consacrer 2% du PIB a été pris au pays de Galles en 2014. En réalité, 32 pays n'ont atteint ce niveau qu'en 2025. Après la pression de qui ? Autrement dit, la mise en œuvre s'est étalée sur 11 ans. Actuellement, selon les données, pour la préparation au sommet, plusieurs pays, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Tchéquie, la Slovénie, la Hongrie. Ils n'affichent pas de hausse notable des dépenses par rapport à l'an dernier et pourraient ne pas atteindre l'objectif pour 2035. Mais déjà maintenant, avant l'affaiblissement de la pression de la part de Trump, qui sera parti à ce moment-là,
Oui, ils montrent déjà qu'ils n'ont fait que parler. En plus, il y a un aspect structurel. Parallèlement à la promesse d'augmenter les achats aux États-Unis, l'Union européenne promeut en même temps le programme Acheter européen. À partir de 2025, des règles entreront en vigueur exigeant qu'au moins 65% des achats d'équipements de défense dans le cadre du programme soient effectués auprès de fabricants européens. C'est-à-dire qu'ils ne produisent pas Pampa. Alors qu'est-ce qu'ils vont acheter ? En plus, cela contredit directement la logique d'acheter davantage en Amérique et crée les conditions pour que, avec la diminution de la pression personnelle de Trump, l'Europe revienne à la priorité de son propre complexe militaro-industriel. Eh bien, voici ma conclusion directe. Oui, la variante de promettre sous Trump et de se retirer discrètement lorsque la pression diminue n'est pas seulement possible, mais historiquement, c'est le modèle de comportement standard de l'OTAN. En ce qui concerne les engagements financiers, nous promettrons, mais nous ne donnerons pas. La seule différence, c'est que maintenant, pour la première fois, à la pression financière s'ajoute l'exigence d'une véritable autonomie militaire. Et cela est bien plus difficile à simuler avec de la paperasse. Parce qu'un pays a soit une armée opérationnelle et du matériel, soit il n'en a pas. Comme on dit, c'est l'une des trois options. Malgré toute la dureté de la rhétorique et les véritables fissures dont nous avons parlé aujourd'hui, il est important de voir l'essentiel. L'Alliance continue de fonctionner et d'évoluer, et non de s'effondrer. Les 32 dirigeants se sont à nouveau réunis autour d'une même table, malgré toutes les prédictions sur la mort de l'OTAN. Bien sûr, c'est Trump qui a sauvé l'OTAN de la mort, peut-être aussi un peu Poutine. Pour la première fois depuis des décennies, l'Europe s'engage réellement dans sa propre défense. Et pas seulement en parole, mais dans de vrais budgets et de vraies usines, de réelles capacités de production. Même les frictions avec Washington, malgré toute leur intensité, sont des frictions entre alliés et non entre ennemis. Le débat concerne qui paie et combien pour la maison commune, pas sur sa nécessité. Même si Donald Trump répète « non, nous partirons, nous partirons ». L'histoire de l'OTAN, c'est celle d'une alliance qui a toujours su trouver la force de s'adapter à un nouveau monde. Après la guerre froide, après le 11 septembre, après la Crimée, rien n'indique que cette fois-ci ce sera différent. Ankara n'est pas la fin du chemin. C'est une étape dans la restructuration de l'alliance en fonction de la réalité. Ce ne sont pas des rêves inventés, mais la réalité. Eh bien, celui qui leur assène une dose de réalité, naturellement, mesdames et messieurs, il est détesté. Mais donnez-moi le nom de cette personne. Parmi les trois. Devinez. En réalité, l'Europe devient plus forte. Une relation transatlantique sur des bases plus équitables. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une Europe forte et autonome au sein d'une OTAN forte, c'est exactement ce à quoi aspiraient les fondateurs de l'Alliance il y a 77 ans. C'est tout. Disons au revoir et à la prochaine.